tous, bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 20 mai dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin en ce milieu de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez déjà à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Comme tous les matins, vous pourrez bien sûr réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Nous commençons avec un point sur la météo de ce mercredi avec plutôt des bonnes nouvelles pour aujourd'hui puisque le soleil est de retour en Vendée. Alors il y a quelques nuages ce matin dans le ciel vendéen, mais rien de méchant. Les températures sont en nette hausse avec 12 degrés au minimum dans les terres, 14 sur le littoral. Dans l'après-midi, le ciel se dégagera encore un peu plus. Un léger voile nuageux restera néanmoins présent, comptez 18 à 20 degrés pour cet après-midi. Nous regardons maintenant les horaires des marées. Nous commençons comme d'habitude du côté de la Tranche-sur-Mer où le coefficient sera de 87 à 81. La première basse mer était cette nuit à 1h57, la prochaine sera donc à 14h14. Première pleine mer ce matin à 8h14 et ensuite à 20h35. Au niveau du passage du Gois, là aussi coefficient de 87 à 81. Première basse mer cette nuit à 2h11, la prochaine à 14h26. Première pleine mer à 7h46 ce matin. Et la prochaine sera donc à 19h56. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h25 et il se couchera ce soir à 21h39. Et nous fêtons aujourd'hui les Bernardins. Bonne fête donc à tous. Et il est temps de faire ensemble un point sur l'actu de ce mercredi 20 mai en Vendée. Voici le journal. 21 sapeurs-pompiers sont intervenus hier soir dans la commune de Pissotte dans le sud du département. Ils ont été appelés pour une odeur de brûlé à l'étage de la salle polyvalente de la commune. 12 personnes qui étaient sur place ont été évacuées. 7 présentaient de légers maux de tête et une irritation et 4 personnes ont dû être transportées sous oxygène au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte après un bilan du SAMU. Les sapeurs-pompiers ont ensuite coupé toutes les sources d'énergie de la salle afin de procéder à une inspection qui a permis de découvrir une combustion dont émanait l'odeur. Nous n'avons pas plus de précisions ce matin sur le type de combustion découverte et sur son origine. La CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, a présenté son bilan de lutte contre les fraudes à l'assurance maladie pour l'année 2025 et les résultats sont inédits avec une hausse de 25% des fraudes par rapport à 2024 et de 74% depuis 2022. Les services de transport sanitaire et de taxi sont les principaux secteurs concernés. Ces résultats sont certes inquiétants, mais la Vendée garde un niveau de fraude inférieur à la moyenne nationale. La CPAM a donc à nouveau renforcé ses équipes et ses moyens de lutte afin de faire face à cette augmentation. Les précisions de Grégoire de Châtillon. Des fraudes à l'assurance maladie jamais atteintes en 2025 dans le département. Comment expliquer cette forte augmentation? Il s'agit principalement d'une détection à la fraude accrue. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de mieux détecter la fraude et de lutter contre les comportements frauduleux. Après, forcément, quand on augmente nos résultats de détection de la fraude, ça veut quand même dire qu'il y a une fraude. Donc ça, c'est pas un élément positif. Mais par contre, l'élément positif, c'est que les équipes de l'assurance maladie sont de plus en plus expertes et de plus en plus capables de détecter des schémas de fraude qui sont parfois astucieux et de les stopper. Si on regarde en nombre de personnes qui ont fraudé, on est plus sur les assurés, mais en termes de montant, on est plus sur les professionnels de santé. Le fait qu'on en ait attrapé plus, oui, c'est une bonne nouvelle. Et l'objectif est vraiment de les éviter, ces fraudes. Et dans les chiffres qu'on annonce, il y a aussi beaucoup de fraudes évitées. 3,3 millions d'euros de fraudes détectées et stoppées l'année dernière, de meilleurs outils de détection et davantage de sanctions mises en place. On a eu un fort développement des pénalités financières au cours de l'année 2025. La pénalité financière, c'est prononcer une amende sans avoir recours à un juge. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant puisqu'il évite d'engorger les juridictions et puis il met fin rapidement au comportement frauduleux. La Vendée affiche un niveau de fraude à l'assurance maladie légèrement inférieur à la moyenne nationale. La Vendée se distingue, j'allais dire, historiquement et de manière assez permanente par des fraudes qui sont plutôt moins importantes que la moyenne nationale et dans d'autres départements. Donc on n'est pas, pour dire les choses un peu rapidement et de manière un peu simpliste, on n'est pas un département de fraudeurs, je pense qu'il n'en existe pas d'ailleurs, mais donc la Vendée n'est pas un département où il y a de nombreuses fraudes.
La fraude à l'assurance maladie est considérée comme un acte de délinquance. En Vendée, 14 personnes participent à cette lutte, dont 2 anciens gendarmes qui ont renforcé l'équipe l'année dernière. L'association L'Outil en main, bien connue et implantée en Vendée et qui initie les jeunes au métier manuel, a tenu à mettre à l'honneur ses bénévoles. Ils se sont réunis à La Roche-sur-Yon pour une journée d'échanges et de rencontres, car ils ne se connaissent pas tous. Il faut dire qu'ils sont 600 à œuvrer dans le département pour l'association. Implantée en Vendée depuis 1999, L'Outil en main accompagne chaque année près de 750 enfants dans la découverte d'une cinquantaine de métiers. Cette journée des bénévoles est organisée tous les 2 ans. Cette année, Jeanne Belle s'y est rendue pour nous. L'association L'Outil en main existe sur le territoire vendéen depuis 1999. À la base localisée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elle s'est largement développée sur le reste du territoire. Elle compte désormais 1425 bénévoles mobilisés pour l'initiation des jeunes aux métiers manuels. Depuis une douzaine d'années, Pierre, artisan à la retraite, est membre de l'association. Recevoir les enfants, c'est toujours un grand plaisir parce qu'ils sont en principe toujours passionnés. On les voit arriver à l'heure et pas être forcément pressés de repartir. C'est déjà un très bon signe. Et on passe 2h30 environ le samedi matin avec les enfants. Mon rôle, depuis à peu près 4 ans, c'est de leur montrer le travail du métal à chaud, c'est-à-dire à la forge. Mais si les bénévoles sont réunis en ce jour, ce n'est pas pour leur mission initiale. Les 27 implantations de Vendée se rencontrent et échangent entre collègues de différents secteurs. Les idées aujourd'hui, il en pleut puisque 28 associations présentent des objets et des réalisations. Donc ça donne des idées pour nos autres bénévoles, pour les bénévoles de toutes les associations. La Vendée est le département où l'outil en main est le plus présent. Alors, au-delà d'aider les jeunes, l'association défie les statistiques contre l'isolement des personnes à la retraite. L'outil en main, c'est bien pour les enfants, mais pour les aînés aussi, parce que c'est un moment de rencontre. On se retrouve un après-midi par semaine. Et là, je pense qu'au niveau du lien social, c'est devenu quelque chose aussi d'incontournable dans nos associations. Depuis le début des ateliers en Vendée, près de 6000 jeunes sont passés par l'outil en main, une ligne à rajouter sur les CV. Un espace d'échange de graines pour encourager le partage et préserver la biodiversité. Voici comment résumer le principe d'une grainothèque. La commune de Talmont-Saint-Hilaire a inauguré la sienne dernièrement, une grainothèque fabriquée en bois par 2 élèves de la MFR de Talmont-Saint-Hilaire spécialisés dans le travail du bois justement. Cette grainothèque est située dans la médiathèque de la commune qui est ouverte du lundi au samedi afin de faciliter donc le passage. Désormais, les Talmondaises et Talmondais peuvent donc s'échanger leurs graines afin de faire de nouvelles plantations dans leur jardin. L'idée de la grainothèque, c'est tout simplement d'avoir envie de partager avec les habitants, et pas que forcément ceux de Talmont, mais échanger, de renforcer le lien social autour du jardin et autour de la passion de beaucoup de gens, et de montrer justement que le troc, tout ça, c'est que tout n'est pas payant dans la vie. Donc les gens pourront déposer leur sachet de graines et en échange prendre ce qu'il y a. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être du potager, il y aura un peu de tout, et c'est ça qui fait le jeu justement d'avoir plein de variétés différentes. Et l'idée c'est qu'après, en fonction de comment on va prendre le projet, c'est de faire des rayonnages peut-être différents, justement, faire peut-être plus pour la biodiversité, pour le potager, essayer peut-être après de faire des rayons et tout ça. Et du coup, il y a une chose très importante qu'on va devoir se faire, nous, c'est de gérer les graines aussi de tout ce qui est plantes invasives. Je pense à les fleurs de pampa, il y a des plantes où on n'a plus le droit d'en avoir, donc on aura cette vigilance aussi de ne pas réintroduire certaines graines qu'il ne faut pas. Samedi dernier, à Esnay avait lieu la 5e édition de la bourse d'échange consacrée aux 2 roues vintage, un événement organisé par l'entreprise Moget spécialisée dans ce domaine qui a rassemblé une dizaine d'exposants et un public de passionnés à la recherche de pièces détachées, de Solex, mobylettes ou encore de motos d'époque. Les 2 roues vintage qui attirent toujours avec une pointe de nostalgie chez certains. La porte ouverte, ça permet
d'avoir un petit peu plus de contact avec les clients, de montrer un petit peu, on fait une expo de véhicules qui permet de montrer un petit peu des machines qu'on ne voit pas tous les jours. En même temps, on fait venir des exposants qui y a donc tout autour du bâtiment pour vendre de la pièce d'occasion. Sur d'autres éditions, le fait de faire venir comme ça des exposants, ça a plu aux clients, donc on réédite. Mais après, bon, je pense que c'est le fait de pouvoir rencontrer du monde et discuter aussi. Hein. Il n'y a pas que le fait de trouver une pièce d'occasion, quoi. Je pense que l'échange, ouais, important. Ouais. J'ai vendu pas mal de petites pièces. J'aime bien échanger avec les gens. J'apprends des choses aussi. C'est un échange de connaissances, en gros. On a toujours à apprendre en fin de compte en tant passionné. On ne sait pas tout. Et là, des copains, automatiquement, on a toujours un problème de mobilette, ça tombe en panne. Il y a toujours quelqu'un qui a toujours une petite astuce qu'on ne sait pas. Et puis que c'est comme ça, on s'entraide en fait. On ne sait pas tout. C'est en échangeant avec les passionnés. Et puis, des fois, ça arrive, on fait des achats, un modèle qu'on n'a pas dans notre collection. Nous vous en parlions en début de semaine en football. 2 clubs vendéens montent de catégorie après leur victoire lors du week-end dernier. Le Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon accède à la nouvelle catégorie professionnelle, la Ligue 3. Et le Vendée Poiré Football accède au nouveau championnat de National 1. 2 montées et 2 nouveaux championnats qui ne sont pas sans conséquences pour ces 2 clubs. Alors qu'est-ce que cela change pour eux concrètement et à quoi correspondent précisément la Ligue 3 et la National 1 désormais? Les précisions de Paul Deswatines. C'est toute l'organisation des divisions françaises qui évolue. Le national, jusqu'ici plus haut niveau amateur, devient la Ligue 3 et accède au statut professionnel. Par ricochet, le National 2 devient un National 1, tandis que le National 3 devient National 2. Premier grand changement pour le VFC La Roche, le statut professionnel. C'est historique car ce sera la première fois qu'un club vendéen évoluera officiellement dans un championnat professionnel. La Roche avait bien connu la 2e division durant 4 saisons au début des années 90, mais le championnat n'était pas encore professionnel. Il ne l'est devenu qu'à partir de 1993, l'année de la relégation du club. Techniquement, c'est donc une première en Vendée. Concernant la formule de ce nouveau championnat, la Ligue 3 comptera 18 clubs, 2 équipes monteront directement en Ligue 2, tandis que les clubs classés de la 3e à la 6e place disputeront des barrages d'accession. 3 équipes seront reléguées vers le National 1. Côté diffusion, Ligue 1+ sera le diffuseur exclusif de la Ligue 3. 2 créneaux ont été annoncés. L'affiche de la journée, le jeudi à 20h45, tandis que les autres rencontres se joueront le samedi à 15h. Sur le plan financier à présent, le championnat passera sous le contrôle de la DNCG, reconnue comme le gendarme du football français. L'objectif est de pérenniser le championnat et d'éviter la gabegie financière qui a touché plusieurs clubs ces dernières années. Enfin, toujours une question à régler, celle du stade Henri Desgranges que le club continuera de partager avec le club de rugby du FCY. Il y a des discussions avec le staff, avec le président du club. Il y a des discussions avec les autres clubs, les autres associations sportives qui utilisent aussi le stade. Et on trouvera des solutions en bonne intelligence pour que chacun puisse trouver sa place à Desgranges dans un premier temps et puis après on verra pour la suite. De son côté, le Poiré retrouve un an après sa descente un championnat qu'il connaît bien, le National 2, désormais rebaptisé National 1. La 4e division française devient ainsi le plus haut niveau amateur, un contexte comparable à celui qu'avait connu le football vendéen il y a une dizaine d'années avec le club de Luçon et des Herbiers. Pour les 2 clubs, l'objectif sera dans un premier temps d'assurer son maintien avant, pourquoi pas, de viser plus haut. Et c'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point sur votre météo en ce mercredi 20 mai, avec donc, comme je vous le disais, bien un temps plutôt clément ce matin. Un ciel un peu nuageux donc ce matin sur l'ensemble de la Vendée, comptez 12 à 14 degrés. Un ciel qui va se découvrir cet après-midi. Un léger voile nuageux restera néanmoins présent. Les températures sont en nette hausse par rapport au reste de la semaine, avec 18 degrés attendus au minimum sur le littoral et 20 degrés dans les terres. Voici maintenant le plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous revenons sur cette cérémonie qui avait lieu le 12 mai dernier à Mouchamps, une cérémonie qui commémorait tout simplement la venue le 12 mai 1946 du général de Gaulle à Mouchamps sur la tombe de Georges Clemenceau, une promesse qu'il avait tenue le 11 novembre 1942 sur la BBC alors qu'il était exilé à Londres.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que donc, c'est l'anniversaire de l'avenue du Général de Gaulle sur la tombe de Clémenceau. Général de Gaulle, sauveur de la France, Clémenceau, le père de la victoire. Et une des plus vieilles associations, une des plus anciennes associations du monde combattant présente, ça me paraît un fort symbole. Ce d'autant que l'UNC a été créée par et Clémenceau et le révérend père Brottier. Clémenceau, c'est le père de la victoire, c'est celui qui a dit ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous, et c'est ce qui a été à l'origine de la création des associations de combattants, dont celle qu'il a créée avec le révérend père Brottier, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire cet attelage ô combien particulier du prêtre, du clérical et de l'anticlérical forcené, mais qui ont dépassé leurs convictions pour aller dans le sens du soutien des victimes et au fond du lancement de la législation combattante. Ce sont eux au départ. En 1946, le général de Gaulle a quitté le pouvoir. Il a quitté le pouvoir en février 1946. Et en mai 1946, il se dit qu'il faut à tout prix qu'il retrouve un geste dans la République, qu'il retrouve une place dans la République. Et cette place, il va la retrouver à travers l'hommage à Clémenceau, un hommage qu'il avait soutenu, rendu pendant toute la période de Londres. Et donc ce 1946 est un moment important pour le général de Gaulle qui va se relancer en politique en créant le RPF quelques mois après. La trajectoire politique de Gaulle, c'est la preuve que lorsqu'on construit un destin pour la nation, or de Gaulle construisait un destin pour la nation, il se raccrochait aussi à celui qui avait construit le destin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire Clémenceau. Pour faire nation, il faut qu'il y ait mémoire partagée. Pour qu'il y ait nation, il faut qu'il y ait histoire partagée. C'est-à-dire, et l'histoire ne se partage pas, avant elle se partageait dans les familles. Aujourd'hui, nous devons faire l'effort d'épauler les familles pour partager cette histoire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et voici pour le plus de l'info du jour. Comme tous les mercredis, il est temps maintenant de parler ensemble de cinéma. Et donc aujourd'hui, cette semaine plutôt, épisode 2 de notre rencontre avec Théophane Clochereau, ce jeune Vendéen de 21 ans qui a déjà réalisé 2 longs métrages qui sont disponibles d'ailleurs sur YouTube, sur la chaîne du Studio des Chemins Crés, association qu'il a créée avec ses amis pour réaliser donc ces différents films. Après nous avoir présenté le dernier la semaine dernière intitulé Chien Rouge, nous revenons aujourd'hui avec lui sur son parcours, sur son premier film intitulé 93e Erré et sur son prochain projet. Quand j'avais 16 ans, j'ai fait un premier court-métrage d'une vingtaine de minutes avec mes frères et sœurs et des amis. Donc c'était l'histoire de 2 frères pendant la bataille de Verdun c'est un film un peu psycho entre guillemets. Ça va être ils vont se retrouver de par différents aspects de leur propre nature, etc. Que ce soit plus dans des rêves, etc. Et donc ça, c'est un film qu'on avait fait en une semaine pour le coup. On avait écrit, tourné, monté le film en une semaine. Ça avait été un défi qu'on avait mis avec mon grand frère. Et là, après avoir fait ce film-là, je me suis dit, bon, je sais que c'est ça que je veux faire, je sais que ça me plaît. Donc j'avais 15-16 ans à l'époque. Et donc là, j'ai monté une association donc avec des amis qui m'ont soutenu pour le faire. Donc cette association s'appelait Studio des Chemins Creux. Et donc, à la base, c'était pour ça, pour faire des petits films, etc., entre guillemets, pour donner un cadre à mes films. Et en fait, finalement, j'ai pas fait trop de petits films. J'ai tout voulu faire donc 2 longs métrages, donc 93e et Chien Rouge. Le délire du long métrage est arrivé suite au fait que je sois parti 3 ans à Paris pour du travail, pour passer un bac. Et là-bas, j'ai rencontré des amis qui voulaient faire un film. Et donc, ensemble, on a fait un long métrage. Donc, à cette époque-là, j'avais 17-18 ans.
Un long-métrage m'en avait sorti dans un petit cinéma en région parisienne. Et donc, dès que je suis revenu en Vendée, je me suis dit, bon, je continue, j'en refais d'autres. Ils sont où les gars? Donc, comme je vous dis, c'est un film contemporain. C'est plus un film de science-fiction. Et pour vous faire très très court et sans trop spoiler, c'est un jeune pilote de rallye automobile qui se retrouve embarqué dans une course que plus personne, que tout le monde a abandonné. Et c'est un jeune pilote qui décide de refaire ressurgir un vieux concours, une vieille course, qui du coup était réservée à l'histoire, sauf que lui, justement, avec sa vie d'aujourd'hui, décide de faire ressortir cette course. Donc voilà, c'est un peu sur les grandes lignes, c'est un peu l'histoire. Après, je suis toujours en préparation de ce projet, toujours en train de finir, toujours d'écrire, etc. Puis trouver après les partenaires ou les personnes qui seraient intéressées de travailler avec moi là-dessus. Et si vous souhaitez donc découvrir les 2 premiers films réalisés par Théophane Clochereau, rendez-vous donc sur la chaîne YouTube du studio des Chemins Creux avec Chien Rouge et le film 93e RI. Il est temps de passer maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Backstage, votre émission musique tous les mercredis sur TV Vendée. Aujourd'hui, David Ovinet reçoit sur son plateau un jeune groupe intitulé Un brin d'utopie. Ils viennent nous présenter leur premier album. C'est bien de dire qu'il y a quand même une autre personne qu'on ne voit pas. Là, vous êtes 3 sur 4. La 4e, c'est Cédric à la basse, qu'on verra dans pas longtemps au moment du live. Voilà, qui est plus... La rencontre, Alissa, avec les copains au conservatoire également? Au conservatoire, en fait, moi, on s'est rencontrés avec Édouard dans un atelier de jazz, donc, dans lequel moi je chante et Édouard il fait du piano. Et en fait, il m'en a parlé à l'issue d'un cours. Est-ce que ça te dirait de rejoindre notre groupe? Je compose mes musiques et tout. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas chant et alto? Et en fait, j'y ai rejoint comme ça. Et puis après, j'ai fait la connaissance de Émeric et Cédric. Émeric, que fais-tu dans le groupe? Moi, je suis aux percussions. Oui, c'est ce qu'on va voir après. Donc, caronne essentiellement. Après, il y a d'autres percussions qui s'ajoutent, mais on n'a pas tout le set complet. Là. Mais voilà, c'est caronne, cymbale aussi, je joue à la main. Et puis donc, pour en revenir à la rencontre, à ce que disait Édouard, effectivement, le groupe tel qu'il existe là, a à peine 1 an. On s'est rencontrés l'été dernier au cours d'une soirée-concert. Ouais. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est vu, on a répété, on a enchaîné les concerts. Commencé d'ailleurs par un très bon concert, qui était à la Gapette, qui est un bel endroit. Oui. Et puis après, ça s'est enchaîné. Cédric est arrivé. Comme disait Édouard, on était un peu en duo. Et enfin, on a trouvé le quatuor. C'est ça. Et une femme, violoniste. Ça équilibre un peu avec les 3 hommes. Altiste, oui. Et rendez-vous donc aujourd'hui sur TV Vendée pour découvrir ce nouveau numéro de Backstage avec le groupe Un brin d'utopie. Il est temps pour nous de passer à Café Cuisine. Et à gagner dans Café Cuisine cette semaine, je vous le rappelle, ce sont 2 bons d'une valeur de 30 € pour des repas au restaurant Green sur mesure à La Roche-sur-Yon. Mais pour espérer les remporter, il faut trouver la réponse à la question que voici. La question donc de la semaine: de quelle région du monde est originaire le Vaha, la célèbre pirogue utilisée lors de la Vendée Vaha qui avait lieu le week-end dernier? Et voici l'indice du jour. Les habitants de cette région sont réputés pour leur grande tradition de navigation
navigation, notamment en pirogue, bien évidemment. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Rendez-vous donc sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, où vous retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h pour une nouvelle édition. L'actu revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.